Bonjour et bienvenue dans notre édition hebdomadaire Asie à la une. Commençons tout d'abord avec les principaux titres de cette semaine. Indonésie, l'aide afflue pour les victimes du tsunami. Alerte aux déchets chimiques en Chine. Et Pékin veut accentuer la transformation du Falun Gong. Et plus tard dans notre journal, ne manquez pas notre sélection internationale. L'aide continue à affluer dans les zones de l'Indonésie affectées par un puissant tsunami. Dans les îles Mentawai, les ambulanciers et les secouristes sont arrivés avec l'aide militaire. Voyons ce qu'il en est. Mardi, les secouristes et les ambulanciers sont arrivés dans le village de Boulasat, dans le Pagaï du Nord, frappé par un tsunami. Les villageois affirment qu'ils se sont sentis abandonnés depuis le passage du tsunami, une semaine plus tôt. Le temps difficile empêchant les secours d'atteindre les zones éloignées. Le tsunami a endommagé 80% des maisons du village des pêcheurs. Un villageois a été tué et 299 des 313 résidents se trouvent maintenant sans domicile. Mardi a vu la seconde visite des ambulanciers et des médecins, apportant des fournitures médicales et contrôlant l'état de santé des survivants. La plupart des enfants éprouvent des difficultés à respirer ou souffrent de diarrhée et de rougeole, alors que les adultes ressentent de la fièvre et des douleurs graves. Plus de 140 personnes se sont présentées au poste de contrôle. Les villageois affirment qu'il manque d'autres fournitures, y compris de vêtements. Nous avons besoin de riz et de nourriture. Toutes nos affaires ont été emportées par les vagues. Le mauvais temps a gêné les efforts de soutien au village situé dans les îles Mentawai, alors que les sauveteurs comptent seulement sur des hélicoptères, des navires et des bateaux pour distribuer l'aide. Les employés humanitaires déclarent que quelques sacs de riz et des boîtes de secours ont été trempés par l'eau de mer. Un hôpital de la capitale de l'ouest de Sumatra a reçu 4 patients venus des villages de Mentawai. Ils ont été transportés par les hélicoptères de l'armée. Nous avons reçu 3 personnes parmi celles qui ont été blessées par le tsunami. Elles étaient déprimées. Nous les avons placées en soins intensifs et leur situation revient à la normale. L'hôpital s'est préparé à recevoir davantage de patients des îles Mentawai. Le tsunami du 25 octobre, qui s'est abattu sur les îles éloignées de l'ouest de l'Indonésie, a tué 431 personnes, 88 étant toujours recherchées. Près de 15 000 personnes ont été déplacées. La première ministre australienne Julia Gillard termine sa tournée asiatique en Indonésie où elle a rencontré le premier ministre du pays. Les deux dirigeants ont discuté des questions épineuses comme les demandes d'asile et les violations des droits de l'homme. Mardi, dans le cadre de sa tournée asiatique, le premier ministre australien Julia Gillard a tenu une réunion bilatérale avec le président Susilo Bambang Yudhoyono à Jakarta. Yudhoyono a accueilli Gillard au palais d'État Merdeka. Selon certaines sources, Gillard et Yudhoyono ont discuté des moyens de renforcer la coopération entre l'économie, la sécurité, le développement et les défis environnementaux. Le droit d'asile est une question majeure entre les deux pays. Gillard projette l'ouverture d'un centre régional pour les demandeurs d'asile dans le Timor oriental. Les demandeurs d'asile en provenance du Sri Lanka, d'Afghanistan ou d'ailleurs ont depuis longtemps utilisé l'Indonésie comme pays de transit au cours de leur périlleux voyage vers l'Australie, une pratique qui a causé des frictions entre Jakarta et Canberra. Les droits de l'homme pourraient aussi être au cœur des discussions. Les observateurs des droits de l'homme étrangers et locaux ont exhorté Gillard à aborder la question des violations des droits de l'homme en Indonésie lors de sa rencontre avec le président. Les activistes ont en particulier attiré son attention sur les abus exercés contre les militants politiques par les forces de sécurité de Maluku et de Papua, où des allégations de torture en vidéo ont fait leur apparition. Yudhoyono a annulé un dîner officiel prévu avec Gillard pour pouvoir se rendre dans la province de Yogyakarta, où les éruptions du mont Merapi ont tué près de 39 personnes et fait fuir environ 70 000 résidents de leur foyer. Il y aurait 6 millions de tonnes de déchets chimiques toxiques stockés à travers la Chine, selon les déclarations de l'agence de presse d'État Xinhua. Une quantité importante de déchets d'oxyde de carbone a été abandonnée suite au boom de l'industrie chimique chinoise du siècle dernier, et ces matières polluent toujours l'environnement. 6 millions de tonnes de déchets toxiques d'oxyde de chrome sont empilés aux alentours d'une vingtaine de villes à travers la Chine, ce depuis 2 décennies.
Mardi, l'agence de presse officielle Xinhua rapportait que l'industrie chimique, en plein essor dans les années 1950, avait créé des problèmes à long terme. Après la fermeture de quelques usines de produits chimiques au début des années 90, en raison de difficultés liées aux problèmes de pollution, les stocks de résidus d'oxyde de chrome ont été abandonnés et continuent à polluer l'environnement. Le quotidien Dae Daily rapporte qu'il y a dans la province centrale du Hunan 6 décharges contenant des déchets entassés dans des structures en béton. Dans la ville de Gongji, 50 000 tonnes de déchets chimiques ont été déposées à près de 3 km d'une rivière depuis près de 20 ans. Il y avait l'usine de produits chimiques numéro 2. Cette usine transformait les minerais et a laissé sur place des déchets d'oxyde de chrome non traités. Ce sont des produits toxiques et polluants. Les scories d'oxyde de chrome contiennent du chrome hexavalent, toxique. C'est un produit cancérigène connu. De petites quantités de ce produit toxique peuvent être mortelles. Les mauvaises conditions de stockage ont provoqué au fil des ans une infiltration de cette substance dans les sols et les cours d'eau, mettant ainsi en danger la vie et la santé des résidents. En 2005, le Conseil d'État de Chine a ordonné aux autorités locales le nettoyage des entassements de scories dans les 5 ans. Le Dae Daily rapporte que dans la province du Hunan, où 500 000 tonnes de déchets d'oxyde de chrome sont toujours stockés, les disputes au sujet de la responsabilité financière de la dépollution ont retardé les processus d'élimination et de réhabilitation. Les journalistes en Chine sont parmi les plus réprimés et la liberté médiatique dans le pays ne s'améliore toujours pas, selon Reporters sans frontières. Dans son rapport annuel sur la liberté de la presse dans le monde, publié mercredi dernier, le régime chinois est classé au 171e rang sur 178 pays en raison de ses arrestations répétées et de sa répression faite aux journalistes. La Chine stagne toujours parmi les 10 pays les plus répressifs pour la liberté de la presse depuis la création du classement annuel en 2002 du Press Freedom Index. Selon le groupe défenseur de la presse Reporters sans frontières, cette année ne fait pas exception. La Chine est classée 171e sur 178 pays examinés pour l'enquête annuelle, cotée au-dessus de la Corée du Nord et de la Birmanie, cataloguée parmi les pays les plus répressifs, mais inférieure à Cuba, au Vietnam et au Laos. Le secrétaire général du groupe, Jean-François Julliard, souligne qu'il y a peu de différences entre les 10 derniers, prouvant que le développement économique et le respect des droits fondamentaux ne vont pas forcément ensemble. Le rapport indique que le régime chinois censure toujours la voix des journalistes et les emprisonne, en particulier dans les provinces de l'extrême ouest du Tibet et du Xinjiang. Reporters sans frontières fait appel encore une fois à la libération de Liu Xiaobo, écrivain et militant politique qui a été arrêté en juin l'année dernière et condamné à 11 ans de prison. Un autre journaliste chinois, Chang Haichong, militant de longue date pour des garanties législatives concernant la liberté de la presse en Chine, estime que les pays sans liberté de la presse sont enchaînés dans le passé. Si le peuple d'une nation ne peut pas jouir de la liberté d'expression et de la liberté de la presse, cette société est une société fermée, une dictature. S'il y a seulement l'économie qui soit ouverte, cela ne conduit pas à une société ouverte. L'économie et la politique doivent s'ouvrir toutes les deux, et les droits fondamentaux de l'homme doivent être garantis. Le Parti communiste chinois redouble d'efforts 11 ans après le début de sa persécution brutale contre le groupe spirituel du Falun Gong. Une organisation des droits de l'homme a collecté des documents pour démontrer que le parti avait lancé cette année une nouvelle campagne pour forcer les pratiquants du Falun Gong à abandonner leurs croyances spirituelles. Selon un groupe américain de défense des droits de l'homme, le régime chinois a lancé une nouvelle campagne pour cibler les personnes qui pratiquent le Falun Gong. Le centre d'information du Falun Dafa surveille la persécution exercée contre le groupe spirituel par le régime chinois. Récemment, il a publié des documents montrant que ce régime veut transformer des millions de pratiquants de Falun Gong dans les centres de lavage de cerveau pour les forcer à abandonner leurs croyances. Levi Broad, qui est le directeur exécutif du centre, affirme que cette campagne qui date de 3 ans a débuté en mai et est source de grande inquiétude. Depuis le lancement de cette campagne, nous avons vu un nombre croissant de pratiquants de Falun Gong être dirigés vers des centres de lavage de cerveau, non seulement à Pékin, mais aussi dans de nombreuses villes de Chine.
Le Falun Gong est une pratique spirituelle basée sur la méditation avec des enseignements moraux. À la fin de l'année 1990, les autorités chinoises ont estimé que 70 à 100 millions de Chinois pratiquaient le Falun Gong. Aussi, en 1999, le régime communiste va interdire cette pratique en faisant le vœu de l'éradiquer. Le centre d'information du Falun Dafa affirme que cette dernière campagne contre le Falun Gong ne concerne que la Chine. Il a publié 7 notices émises en ligne par les autorités locales dans toute la Chine. Les documents portent tous le même titre. Celui de la municipalité de Xinglong, dans le sud-ouest de la province de Sichuan, affirme que le Parti communiste central est déterminé à éradiquer le Falun Gong dans une bataille pour éduquer et transformer les pratiquants, selon leur dire. La transformation par la rééducation a déjà été au centre de la persécution des pratiquants du Falun Gong par le régime chinois. La commission exécutive du Congrès américain sur la Chine a décrit le processus dans son rapport annuel de 2008. Ils l'ont nommé reprogrammation idéologique par l'utilisation de la coercition physique et psychologique afin de forcer les pratiquants à renoncer à leurs croyances au Falun Gong. Bien entendu, ils ont aussi une technique très violente qui consiste purement et simplement à infliger la torture et la privation de sommeil par l'utilisation de diverses formes de drogues psychotropes. C'est une chose très effrayante. Cette note, qui émane du comité du Parti communiste de la municipalité du Laodian de la province centrale du Henan, affirme que le but de la campagne est de transformer 75% des pratiquants de Falun Gong d'ici la fin 2012. Le centre d'information du Falun Dafa estime qu'il y a aujourd'hui entre 20 et 40 millions de pratiquants de Falun Gong actifs en Chine. Le document de la municipalité de Xinglong estime le coût de la transformation d'un pratiquant à plus de 4 800 €, ce qui fait de cette dernière campagne une entreprise énorme coûtant des milliards. Les mauvais traitements psychiatriques à l'encontre des pratiquants de Falun Gong ont été révélés par des réseaux internationaux des droits de l'homme, comme Amnesty International, Human Rights Watch et l'Association psychiatrique mondiale. Et la suite de notre journal après la pause, Moyen-Orient, terre de conflit. Et dans les concours internationaux de NTD, la compétition de violon. Depuis qu'Israël a décidé de reprendre les chantiers de construction en Cisjordanie, les négociations pour la paix entre la Palestine et Israël sont dans une impasse depuis un mois. Reportage de notre correspondant en Israël qui nous informe de la situation sur place. La Cisjordanie demeure une source de désaccord entre Palestiniens et Israéliens. Pour les Palestiniens, c'est une patrie, tandis que pour certains Israéliens, cette région est considérée comme une terre purement juive avec des racines historiques profondes. Cela fait 10 mois qu'Israël a décidé d'arrêter de nouvelles constructions juives en Cisjordanie. Récemment, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a décidé de renouveler en partie les permis de construire. Les Palestiniens eux-mêmes affirment que tous les bâtiments dans les colonies ne représentent qu'un faible pourcentage du territoire, et l'ajout de la nouvelle construction est inconséquent. Il n'a absolument aucun effet sur l'établissement de la carte. Cependant, ce mois-ci, les Palestiniens ont déclaré qu'ils laissaient un mois aux États-Unis pour persuader Israël d'interrompre la construction des bâtiments en Cisjordanie, où cela risquerait d'interrompre les pourparlers de paix. La position des Palestiniens et les Arabes est la même. Comme cela a été approuvé hier au sommet arabe en Libye, il devrait y avoir un gel total des activités de construction. Nous considérons cela comme illégal. Nous avons visité la colonie israélienne d'Alfei Menaché, située près de la ville palestinienne de Kalkilia. Son maire déclare qu'il est prêt à accepter un compromis avec les Palestiniens tant que sa ville continue à faire partie d'Israël. Il est temps de mettre un terme à cela. Nous disons maintenant que nous faisons un réel effort vers la paix avec les Palestiniens. Nous viendrons avec un esprit ouvert, nous voulons vraiment la paix et nous espérons que les Palestiniens la veulent aussi. Les autorités locales ont l'intention de doubler la population d'Alfei Menaché. Cependant, en novembre dernier, tous les nouveaux plans de construction ont été gelés. On peut voir cela ici clairement.
La construction a été arrêtée au milieu de la rue Gali. Toute cette zone devrait être peuplée. Quand nous aurons la permission, nous poursuivrons la construction dans ce quartier. Mais en face, les machines sont déjà à l'œuvre. La construction était déjà autorisée ici. Alors, suivant la dernière décision du gouvernement israélien, les travaux pourraient recommencer. Il peut être surprenant de constater que la plupart des travailleurs du bâtiment dans ce quartier sont à présent des Palestiniens. Pour certains d'entre eux, le renouvellement des permis de construire est un moyen d'apporter un salaire à leur famille, une sorte de paradoxe du Moyen-Orient. Selon Adam Keller, porte-parole du mouvement pro-palestinien d'Israël, la paix ne sera pas possible tant qu'Israël continuera de construire en Cisjordanie. Nous pensons qu'il devrait y avoir un gel permanent. Il ne devrait pas être autorisé de construire une seule maison. L'ordre devrait être des négociations d'abord, ensuite une frontière fixe entre Israël et Palestine. Et alors Israël pourrait construire dans ce qui serait reconnu comme territoire israélien. Entre-temps, selon Associated Press, près de 544 nouveaux logements sont construits actuellement en Cisjordanie. Pendant de longues années, les Israéliens et les Palestiniens ont lutté avec des obstacles considérables pour mettre fin à leur conflit. La paix est-elle encore loin ou bien est-elle proche? Seul le temps nous le dira. Mais après toutes ces tentatives et déceptions, beaucoup semblent partager la position de Rizdai. Je ne suis pas optimiste sur la capacité de parvenir à la paix, mais nous devons essayer, vraiment essayer. NTD, Cisjordanie et Israël. Aux Philippines, à la Toussaint et au jour des morts, dans tout le pays, au début du mois de novembre, les familles se rassemblent dans les cimetières, bondés de monde pour rendre hommage à leurs disparus. Il s'agit là de jours de deuil en signe de respect et de célébration pour commémorer les défunts. Lundi, des millions de Philippins s'empressaient dans les cimetières pour fêter la Toussaint, avec un mélange de vénération et de célébration. Jour férié et fête catholique, la Toussaint est l'occasion de se souvenir de ceux qui sont décédés. Ça soulage la douleur, car une fois par an, ce jour-là, nous avons la chance de nous souvenir de nos proches disparus. Près de 50 000 personnes ont campé toute la nuit au cimetière de Manille du Nord autour des tombes de leurs proches. Lundi, jusqu'à 2 millions de personnes étaient attendues sur un site de plus de 52 hectares où elles restèrent avec leurs proches défunts toute la journée, voire toute la nuit. C'est un événement solennel pour certaines personnes. J'avais ma chère femme, mais Dieu nous l'a enlevée trop tôt. Maintenant, je suis seul à prendre soin de notre fille. Les cimetières ont pris une atmosphère de carnaval. Les vendeurs installent des stands sur les lieux. Les familles allument des bougies et prient sur les tombes de leurs proches. Il est également courant de fleurir la tombe et de partager des plats de nourriture entre familles. Les familles chantent aussi des chansons et jouent autour des tombes pour inviter et inclure les esprits des morts dans la célébration. Aux Philippines, nous trouvons l'une des plus importantes populations catholiques du monde. Marina Bay à Singapour est illuminée plus que jamais. Un spectaculaire jeu de lumière a été pensé pour promouvoir l'utilisation des ampoules à économie d'énergie. Cette exposition présente plusieurs installations lumineuses imaginées par des créateurs du monde entier. Marina Bay à Singapour est illuminée de façon inhabituelle. Entre tigres et méduses, ce festival de lumière a été pensé pour mettre en valeur les ampoules à économie d'énergie. Chris Tobias, un expert en développement durable, explique que les LED, diodes électroluminescentes, utilisées dans ces ampoules consomment 70% de moins d'énergie que les ampoules normales, ce qui pourrait représenter des économies considérables pour les foyers et les entreprises. Imaginez, multiplier cela par toutes les zones rurales, les immeubles et les occupants, cela serait immense. Vraiment, vous pourriez sans doute diviser votre consommation d'énergie par 5 en utilisant des LED. Marianne Carrieco, fondatrice de ce festival, prétend que lorsque les gens seront informés, l'économie d'énergie deviendra dans l'avenir un réflexe. La plupart des gens ne connaissent pas ce genre de technologie. C'est pourtant quelque chose qui est utilisé sur les bâtiments et qui peut même être utilisé pour éclairer un bateau. Mais ici, on peut voir que cette technologie est utilisée de manière créative et innovante et que cela s'ouvre vers des nouvelles possibilités et qu'autour de ces nouvelles perspectives se trouvent de nouveaux environnements, de nouveaux objets, de nouveaux concepts, une nouvelle pensée. Ce ne sont pas seulement les LED qui sont bénéfiques à l'environnement dans cette installation, mais tous les travaux légers dans l'opération de Mon Jardin Public sont alimentés par du biodiesel.
Et les visiteurs du Festival de Lumière ont été encouragés à prendre les transports publics pour se rendre à Marina Bay, dans un nouvel effort pour réduire l'indice de carbone. Les commerces aux alentours ont également accepté d'éteindre plus de lumière qu'à l'ordinaire pour la durée du festival. Les organisateurs, pour leur part, espèrent qu'ils seront suffisamment éclairés pour poursuivre cette pratique d'économie d'énergie après la clôture de l'exposition. Le 3e concours annuel de violon, organisé par NTD, vient de se terminer à New York. Et voici les meilleures notes de la compétition. Le Merkin Hall de New York accueille encore une fois le concours international de violon de NTD. Cette année, des morceaux difficiles ont été choisis, mais les concurrents sont en coulisses et se préparent à nous montrer ce dont ils sont capables. Ces participants ont étudié au Conservatoire Juilliard de la Nouvelle-Angleterre dans l'État du Michigan, une des meilleures écoles de musique du monde. Aujourd'hui, ils doivent affronter les juges et considérer la possibilité d'une élimination. Le répertoire d'aujourd'hui est composé de la 3e sonate pour violon de Beethoven et d'une fugue de Bach, sans accompagnement. On dit que Bach nous a transmis la parole de Dieu et Beethoven le feu de Dieu. Les styles de ces deux morceaux sont très différents, mais les participants doivent les maîtriser aussi bien l'un que l'autre s'ils veulent conserver une chance de remporter le premier prix de $5 000 ainsi qu'un violon fait main. À l'annonce des finalistes, les quelques sélectionnés se rapprochent de la gloire. Au moment de la finale, à l'heure où les concurrents se préparent pour ce dernier tour, l'atmosphère est électrique. Tout va se décider maintenant. Lors de la finale, les doigts et la maîtrise technique sont mis à rude épreuve. Une toute nouvelle œuvre pour violon a été composée pour ce concours, Dedu, thème et variation. En chinois, Dedu signifie « Soyez sauvés ». Avec la beauté que les interprètes apportent à ce morceau, il n'est pas difficile d'imaginer l'émotion rendue par cette œuvre. De nombreuses heures de travail intense et d'entraînement plus tard, voici le moment d'annoncer le vainqueur. Tout droit venu de Californie et étudiant de Juilliard, Corinne Lee est devenue le nouveau lauréat du concours NTD 2010. Je me sens vraiment bien, non pas à cause du résultat, mais c'est vraiment bien d'être sur scène et de partager ce morceau avec tout le monde. Ainsi s'est terminé le concours international de violon de NTD, NTD New York. Ceci complète notre édition hebdomadaire Asie à la une. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une excellente semaine.